Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur le plateau du salon. Aujourd'hui, nous recevons une femme exceptionnelle, Esther Dongo, femme de courage qui a eu le cancer, mais qui est sortie victorieuse. Pas n'importe quel cancer, le cancer du sein. Bonjour Esther. Bonjour Nelly. Comment allez-vous? Je vais très bien et toi? Ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Et je vous souhaite la bienvenue sur le plateau du salon. Merci. D'accord. En fait, avant de commencer, on aimerait savoir qui est Esther. Parlez-nous un peu de vous. Esther, c'est une jeune dame. Je suis maquilleuse. Ok. Je suis modèle photo également. Et je suis aussi chroniqueuse par moment. Voilà, par moment. Bon, je pense que je suis maquilleuse à plein temps. À donc, plein temps. c'est ce que je fais. Celle que vous voyez là, c'est elle qui est Esther. C'est elle qui est Esther. D'accord. Merci alors de nous avoir fait un peu la biographie d'Esther. Voilà. On va donc revenir en arrière. Parce que, comme j'ai dit au début, vous avez été victorieuse de cette maladie. Je voulais juste savoir comment tout a commencé. Bon, comment tout a commencé? Il y a 10 ans en arrière, j'ai découvert une boule dans le sein droit. Et quand je suis allée voir les docteurs, j'étais petite, j'étais encore petite. Je ne sais même plus en quelle classe j'étais. Mais j'étais encore petite, j'ai vu les parents, on est allé à l'hôpital, commencer à faire tout ce qui est examen et tout. Et les examens ont dit que c'était un adénofibrome du sein. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que c'était une tumeur qui n'était pas dangereuse et qui n'était pas cancéreuse. Voilà. Le docteur m'a dit qu'on pouvait l'opérer, on pouvait vivre à vie avec, il n'y avait pas de risque que ça devienne un cancer. Donc, ce n'était pas alarmant. Voilà, ce n'était pas alarmant du tout. Et il m'a dit que c'est une tumeur qui peut pousser plusieurs fois dans le sein. C'est-à-dire, même si on enlève, elle peut encore revenir et tout et tout. Donc, il m'arrivait par moment de palper les deux seins pour voir si la tumeur n'avait pas peut-être poussé quelque part d'autre et tout. Donc, c'est ce que je faisais. Pendant que je préparais l'opération du premier et tout. Donc, en décembre 2024, un matin, je me lève et puis je décide de palper le sein comme d'habitude. Donc, quand je fais ça, je vois qu'il y a une autre boule quelque part ici, dans le sein gauche. Donc, quand je découvre ça, tout de suite, je m'alarme parce que c'est normal et tout. Mais je me dis, le docteur m'avait déjà dit que l'adénofibrome pouvait encore repousser. Donc, certainement, c'est ça. Donc, je vais le voir. Je lui explique. Il me dit, OK, va faire une mammographie. Quand j'arrive, on me dit, on va te faire une échographie. Parce que la mammographie, là, c'est vrai que c'est un appareil où je ne sais pas comment j'ai expliqué. Tu déposes le sein là comme ça et il y a un autre appareil qui vient dessus. Donc, mes seins étaient trop petits. Ils sont trop petits pour la mammographie. Donc, on m'a conseillé l'échographie. Je dis, OK, il n'y a pas de souci, je fais l'écho. Et quand je fais l'écho, on me dit que c'est un adénofibrome et tout. Je dis, il n'y a pas de souci, en fait. Tant que ce n'est pas alarmant, il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça que c'est le gynécologue que moi j'ai vu. Je ne suis pas directement allée voir l'oncologue, c'est le gynécologue que j'ai vu. Donc, il m'a prescrit des médicaments que je prenais et tout et tout. Mais j'ai remarqué qu'en un court temps, c'est-à-dire en moins d'une semaine ou deux, la boule a commencé à avoir du volume. Pendant que celle qui était là depuis très longtemps commençait à devenir petite avec le temps. Donc, je me demandais... L'autre grossissait. Je me demandais si les médicaments... la boule se nourrissait des médicaments, je ne comprenais plus, en fait. Je retourne voir le docteur, je lui dis et tout. Et comme j'insistais, vu que moi, je commençais à avoir peur, il m'a prescrit une biopsie. D'abord, il m'a prescrit une cytoponction, mais j'ai essayé. C'est un examen qui ne se fait pas un peu partout. Donc, finalement, j'ai fait une biopsie à la place. C'est pareil. J'ai fait la biopsie et tout. Donc, c'est au résultat que j'ai su que c'était ça. Le cancer. Ok. Mais comment vous avez pris la nouvelle? Comment j'ai pris la nouvelle? Déjà, il faut savoir que moi, je suis très curieuse. Vraiment très curieuse. Donc, je pars à l'hôpital, je fais la biopsie, on me donne rendez-vous 1 mois après, je récupère les résultats et je suis censée aller donner au gynécologue. Sauf que dès que je prends les résultats, j'ouvre dans le taxi moi-même et je regarde. Je ne pouvais pas attendre, je ne pouvais pas. J'ouvre dans le taxi, je regarde. Et ce n'est pas tout de suite écrit cancer, c'est écrit carcinome infiltrant du type non spécifique de grade 2 de
de stade 2. Donc là, vous ne comprenez pas, Je comprends pas directement. Heureusement qu'on a les réseaux. Excusez-moi. Heureusement qu'on a les réseaux. Donc, je pars sur Google, je pars sur ChatGPT et tout, je tape ça et tout. Et je découvre que c'est un cancer. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est ma maman. Je n'ai pas pensé à moi tout de suite. Comment j'allais vivre ça. Je dis, mais moi, il regarde la femme là, comment lui dit ça. Sans oublier que la même semaine, là, elle passait tout son temps à me demander, tu as récupéré les résultats. Genre, elle avait un mauvais pressentiment. Elle me demandait tout le temps. Donc, même quand j'ai récupéré, je lui ai dit non. Elle dit, mais comment? Il dit, non, je n'ai pas pris. Je suis partie, on m'a dit ci, on m'a dit ça. Mais tu savais déjà? Oui, je savais déjà parce que j'avais déjà pris. Je ne pouvais pas lui dire. Donc, c'est ça. Ok. D'accord, mais après le diagnostic, il a fallu suivre un traitement, pardon. Donc, c'est où que vous avez été prise en charge? J'ai été prise en charge à Trècheville, au centre médico-chirurgical de Trècheville. Parce que quand j'ai su que j'avais le cancer, que je suis allée voir le gynécologue, il m'a dirigée vers un oncologue. Il m'a dirigée vers un oncologue, mais j'ai pu voir le professeur même en charge des services cancérologiques de Côte d'Ivoire. Donc, c'est avec lui que j'ai passé tout le traitement. C'est lui qui m'a suivi tout le traitement avec l'aide d'une infirmière. Okay. Donc, il m'a opéré d'abord parce qu'il m'a dit au toucher, il n'avait pas l'impression que c'était un cancer. Donc, il fallait qu'il opère plus rapidement. Et puis, on allait ramener les tumeurs là, au laboratoire. Pour voir, pour voir si c'était vraiment ça. On m'a opéré au centre médico-chirurgical de Trècheville. C'est là-bas que j'ai fait tout mon traitement aussi. Le traitement Bon, pas tout le traitement. Je pense les 3 derniers traitements, je les ai faits à la maison. Je ne supportais plus d'aller à l'hôpital. Est-ce que pendant ce traitement-là, vous avez rencontré des difficultés, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau même de l'accès médical même pour le cancer, ou bien c'était un peu financièrement, je pense que le Seigneur m'a fait grâce. Dieu merci. Il m'a fait grâce. À Dieu. Oui. À chaque fois où je devais avoir... Faut dire que les traitements sont coûteux. C'est pour ça que certaines personnes ont peur. C'est coûteux. Déjà, même les examens. Tu peux te retrouver à faire un seul examen à 100 et quelques mille, à 200 000, pendant qu'on te prescrit 2-3 examens. Donc, on ne parle même pas du traitement. C'est coûteux. Voilà. Mais le Seigneur m'a fait grâce. À chaque fois que j'étais programmée, parce que je faisais les traitements chaque 3 semaines. Okay. Donc, à chaque fois que j'étais programmée, je réussissais à avoir de l'argent et je le faisais avec l'aide de ma famille aussi et tout. Au niveau médical, je peux dire que j'ai vraiment eu les bons médecins avec moi. D'accord. J'ai vraiment eu les bons médecins avec moi. Après, je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait la chimio dans une clinique, je ne sais pas, parce que je ne connais pas les réalités du CHU. Mais j'ai vraiment eu les bons, mais c'est surtout l'infirmière qui était avec moi. Et elle et moi, on a le même prénom. Donc, on s'est vraiment très vite accrochés. Elle a été très bien, vraiment, vraiment très bien. Tous les jours, je bénis Dieu pour sa vie, quoi. Franchement. Et tout. Mentalement, c'était compliqué. C'était quand même un peu dur. C'était quand même un peu dur, mais avec le temps, Dieu a fait grâce. D'accord. Je voulais savoir... Bon, comme vous m'avez dit, vous avez été dans une clinique, donc c'était pas assez difficile. Mais genre, dans le secteur médical ivoirien pour le cancer, est-ce que vous voyez des failles ou bien il n'y a pas vraiment de failles? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez nous dire, nous apporter? Est-ce qu'il y a des failles, tout ça? Jusqu'à ce que je sois dans le cas, je ne savais pas. Je ne savais pas comment ça se passait. Okay. Mais la plupart du temps où je voyais le professeur, c'est-à-dire où je partais en consultation, c'était soit à la PISAM, soit au CHU de Trècheville. Mais bon, c'était très rarement à la PISAM. C'était plus au CHU de Trècheville que je le voyais. Et quand j'arrivais, pour ce que je voyais, pour des personnes qui venaient faire la chimio, c'était quand même un peu compliqué. Je n'ai pas posé de questions aux gens, mais l'observation que j'ai eue, en fait, c'était un peu compliqué. Je voyais qu'il n'y a pas assez de salles pour les soins. Donc, ça fait que quand ils viennent en groupe. Un groupe attend pendant qu'un autre groupe est en train de passer. Quand il finit, un autre groupe revient. Je trouvais ça vraiment... Je me disais, mais les gens sont en train de souffrir. À quel moment on les fait attendre comme ça et tout? Donc, quand même, ça me faisait quand même mal. J'oubliais même que mon mec était venu parce qu'il était malade. Ça me faisait quand même mal quand je les voyais. Et il y a d'autres... Parce qu'on est tous assis là, comme ça, tu les entends dire, franchement, j'ai plus l'argent. La semaine prochaine, je dois faire ci, je dois faire ça. C'est compliqué. Je me demande, est-ce que... je ne sais pas, le ministère de la Santé ne pourrait pas trouver un palliatif où on va peut-être réduire les cours des médicaments, parce que les médicaments sont coûteux. Les médicaments sont coûteux. Encore ceux qui sont au CHU, là, je pense qu'ils ont quand même une réduction. Je ne sais pas, parce que j'ai fait l'expérience.
j'ai posé la question une fois. Il y a une ça, partie je sais pas trop. Ah, okay. Mais comme moi, j'achetais les médicaments directement à la pharmacie, je me suis rendu compte que les médicaments au CHU étaient plus moins chers que la pharmacie. Donc, je pense que là, quand même, ils ont une petite grâce et tout. Mais après, je pense qu'on devait faire encore plus d'efforts pour les malades. Parce que tout le monde n'a pas de moyens. Assez d'argent et tout. Et même quand j'ai fait mon témoignage, les retours que j'ai eus, c'est « Mais moi, j'ai pas assez de moyens. Mais moi, j'ai pas assez de moyens. » C'est tout. Tout le monde parle que de ça. Que d'argent. On dit que la santé fait pas le... On dit, comment on dit le truc là? Je sais pas, la santé fait pas... L'argent, je sais pas, un truc du genre... en tout cas, vous avez l'argent, en fait, la santé ne détermine pas l'argent, mais la santé détermine, franchement. On a besoin d'argent pour se soigner, sinon c'est compliqué. D'accord, mais... La santé n'a pas de prix. La santé a un prix. Vous voyez, c'est la facile. La santé a un prix. D'accord, je voulais savoir, est-ce que... Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'assurance? L'assurance ne prend pas en charge ça? Moi, j'ai eu un problème avec mon assurance. OK. Donc, mon assurance n'a pas pris en charge. Okay. Sinon, je pense que les assurances, je ne sais pas. Parce que moi, mon assurance n'a pas pris. Je me dis que peut-être c'était moi seule. D'accord, mais en tant que personne qui a vécu ça, qu'est-ce que vous pourrez conseiller peut-être à l'État? Qu'est-ce que vous voulez voir en fait pour cette maladie, que ce soit des campagnes de dépistage, que ce soit au niveau de l'amélioration du service médical? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller en fait à l'État et même au ministère de la Santé surtout? Okay. Donc, je reviens encore sur les messages que j'ai reçus de certaines femmes. Beaucoup se sont plaints du fait que les médecins sont un peu négligents. Elles se sont beaucoup plaintes de ça. Elles ont dit, il y a d'autres qui m'ont dit, je suis allée à l'hôpital, j'ai senti une bouche, je suis allée à l'hôpital, on m'a dit, c'est rien d'important. C'est rien d'important, pourtant j'ai mal. Donc, je me dis que les docteurs devraient pousser un peu plus loin certaines recherches. Devraient vraiment pousser un peu plus loin certaines recherches parce que il y a ça qui fatigue. À chaque fois que je vais partir à l'hôpital, on me dit tu as rien. Pourtant, j'ai mal. Je me dis que vous appliquez ce que vous connaissez, ce qu'on vous a enseigné. Mais il y a aussi ce que la personne ressent. Donc, il devrait prescrire des médicaments ou des diagnostics en fonction de ce des que la douleurs personne a. De la patiente. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de campagnes de sensibilisation. Vraiment pas assez. C'est peut-être comme j'ai été dans le cas, c'est maintenant que je me rends compte que beaucoup de choses ont été de trop dans cette histoire d'Octobre Rose. On pense que Octobre Rose, c'est une couleur. Octobre Rose, c'est beaucoup plus, en fait. C'est vraiment plus, en fait. Il ne suffit pas de venir faire des photos et de s'habiller en rose. Non, ça ne suffit pas. Il faut vraiment sensibiliser des gens. J'ai eu des messages où les dames m'ont dit, j'ai une boule, certes, ça fait pas mal, mais j'ai peur. D'aller voir le docteur. Je leur ai dit, mais écoute, la peur que tu refuses d'affronter va venir te trouver à la maison. C'est ça. Donc, mieux tu affrontes. Parce que le cancer, plus vite il est détecté, on en guérit. Parce que généralement, c'est quand on met du temps et que ça devient encore autre chose que c'est compliqué. Quoi. Voilà, que ça devient compliqué. Sinon, faut qu'on fasse beaucoup de campagnes de sensibilisation. Vraiment beaucoup, parce que c'est psychologique. Et puis, il faut l'accompagnement. Voilà, pour l'accompagnement aussi. Parce qu'il y a des personnes aussi qui m'ont dit, mais toi, dans ta vidéo, tu as dit que tu avais tes amis, tu avais tes trucs et tout, et tout, et tout. Moi, j'ai personne. Si on me dit ça, comment je vais prendre et tout. Donc, il y a ça aussi. Il y a des personnes qui n'ont pas assez d'amis, qui n'ont pas une grande famille à côté d'eux. Je pense que le personnel médical doit pouvoir se faire former sur ça. Accompagner les patients. Les malades. Parce que comme moi j'ai dit là, mon infirmière là, elle était trop chic. Quand elle vient, ça joie quand même. Mais si tu veux être triste, mais ça prend pas. Ça prend pas. Parce que non, franchement, elle te faisait pas te sentir malade. Du tout. C'est ça qui est du tout. Donc, il faut que le personnel même médical aussi s'applique à ça. Avant que la famille vienne apporter aussi son soutien. Ok. C'est ça. Bon, j'imagine que ça n'a pas été facile. Hein. Franchement, j'imagine ça. Ouais. Parce que je ne peux pas me mettre à votre place. Je n'ai pas. Donc, qu'est-ce qui a été le plus dur, en fait, dans cette maladie? Franchement, qu'est-ce qui vous a fatigué, le moral? Qu'est-ce qui était difficile? Moi, je n'aime pas faire pitié. J'aime pas faire pitié du tout. En même temps que j'aime pas faire pitié, en même temps que j'aime pas que ma situation rende quelqu'un d'autre triste. Donc, il m'arrivait par moments de prendre sur moi, d'avoir mal et de refuser de dire à quelqu'un que j'ai mal. Parce que je veux pas que la personne en face de moi soit non, ça là. C'est une chose que je déteste en fait, franchement. Donc, ça a joué beaucoup sur moi. Le fait de pouvoir encaisser certaines douleurs toute seule.
Par exemple, quand j'ai commencé à perdre les cheveux, je commençais à avoir des douleurs à la tête, genre au cul chevelu. Mais je me disais que si je dis, maman va venir s'asseoir encore, venir faire... Elle va avoir peur, elle va avoir mal, Ouais, genre, tout ça. je ne supportais pas. En fait, je ne supportais pas de la voir triste. Triste. Je ne supportais pas, donc je prenais sur moi. Et en plus de ça, il y avait les après-traitements qui étaient beaucoup, beaucoup plus douloureux. Le traitement lui-même, je le dis toujours, ça fait pas mal. Parce que moi, ça s'est fait sous forme de perfusion. Okay. Tu es couché là, on te pique. Bon, piquer aussi, ça fait un peu mal, hein, parce que moi, j'ai de petites veines. Donc, pour trouver les veines, c'est vraiment. C'est pour ça que j'ai dit que mon infirmière, là, je bénis Dieu pour sa vie. Elle prenait tout son temps. Elle n'était pas pressée, en fait. Elle prenait tout son temps pour trouver la veine et tout. Donc, quand tu finis, il faut savoir qu'il y a les vomissements qui sont arrêtés devant la porte qui t'attendent. Vomissements, c'est la chose que je déteste. Quand je suis malade, petit palu, mais où je vomis, mais je ne supporte pas. Et puis des vomissements de 2-3 jours. Ça n'a pas idée. Ce n'est pas du tout facile. Tu te retrouves à ne pas manger. Pas parce que tu n'as pas envie de manger, mais tu sais, si tout est mélangé dans ton corps, en fait. Tu ne comprends pas. Quand tu te lèves là, ton dos te fait mal. Quand tu finis, tes pieds te font... Tu ne sais pas où tu as mal, en fait, finalement. Donc ça n'a pas été facile. Vraiment, c'est l'étape qui a été très difficile. Le après-traitement, c'est très difficile. Mais vos journées pendant les traitements, c'était comment? C'était flex. Hein. C'était normal. Je me lève, je m'apprête, je pars à la clinique. Je suis couchée là, ça coule. Quand ça finit, je rentre à la maison. Environ combien d'heures que ça coule? Je n'ai pas trop chronométré, mais je peux dire plus de 5 heures. Hein. Oui, plus de 5 heures, parce que c'était la première phase du traitement, c'était 6 ballons. Vous voyez les sérums là, c'était 6 sérums qu'on me mettait. Et puis la deuxième phase, c'était 4. Okay. Mais ça ne pouvait pas couler assez rapidement. Il arrivait par moments où quand ça coulait un peu trop vite, j'avais des palpitations, j'avais des bouffées de chaleur. Donc, il fallait que ça aille lentement pour que mon corps puisse supporter. Donc quand c'est comme ça, il faut prévoir une journée. Tout entière, tu ne fais rien, tu es là. Quand tu finis toute la semaine aussi, tu appelles au travail, allô, c'est gâté. Il ne peut pas venir. Il ne peut pas venir. Toute la semaine, tu te reposes, tu ne fais carrément rien. Parce que ça fatigue. Oui, ça te fatigue. En fait, ça te demande beaucoup d'énergie physique même. Vraiment physique. C'est pour ça que je dis que il y a Dieu, en fait. C'est Dieu qui m'a soutenue. Parce que il était dit énergie physique. Il faut regarder ceux qui te parlent de physique, là. Il enlève ça. Tu vois, donc... C'est fatigant. C'est fatigant. Je vois. Et dans cette période, qu'est-ce qui vous a aidé à tenir? Bon, comme je disais tout à l'heure, garder le moral. Souvent, il y a les proches qui sont là. Il y a, comme on dit, la religion. Qu'est-ce qui vous a aidé? Je peux dire que c'est la foi. La foi. Moi, j'ai cru en une seule chose, en Dieu. Parce que c'est vrai que c'est une maladie, on te dit ouais, que c'est les cellules du sein qui se multiplient de manière anormale, mais moi je dis qu'il y avait son côté spirituel, il y avait son volet spirituel. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je sais tout ce que j'ai pu voir avant de savoir que j'avais le cancer. Okay. Donc, quand j'ai fait le rapprochement, j'ai compris qu'il y avait un volet spirituel. Mais écoutez, moi je m'appelle Esther. Esther, dans la Bible, c'est une étoile. Je m'appelle aussi Naomi, qui veut dire la gracieuse. Moi, je ne peux pas être une gracieuse et vivre avec ça, ce n'est pas possible. C'est impossible. Donc, j'ai Dieu. Je ne peux pas me baser sur... En fait, je ne peux pas baisser. Il ne pouvait pas. Moi, il ne peut pas baisser. Les maladies ne peuvent pas venir me freiner comme ça. Ce n'est pas possible. Donc, j'ai compté sur Dieu. J'ai compté absolument sur Dieu. C'est vrai qu'il y a eu le soutien des proches, mais ils ont été juste un soutien. Le plus grand soutien, ça a été Dieu. Sinon, c'est une maladie où d'autres sont passés. Pourquoi moi, je ne suis pas passée? C'est ça. Mais franchement, comme au début, je disais, une femme exceptionnelle parce qu'on voit comment vous êtes battante. Et en fait, on entend souvent que la maladie apporte des changements physiques. Et souvent même, ça atteint beaucoup le moral. Je voulais savoir comment vous avez vécu les premiers changements. Bon, un peu pas très compliqué. Je ne vais pas dire compliqué, pas très compliqué. Mais c'est surprenant de te lever un bon matin comme ça. Tu vois, tes cheveux ont rempli ton oreiller. Parce que c'est comme ça que ça tombait. Genre, tu te lèves, tu vois les cheveux un peu partout sur ton lit, tu ne comprends pas et tout. Quand tu fais comme ça, ça quitte. Je fais ça quitte. Donc, moi, je le disais la dernière fois au travail, moi, jadis, qu'il y avait beaucoup de cils et de sous-cils. Aujourd'hui, je me retrouve sans ça. C'est parce que je suis maquillée. Parce que si je me démaquille, j'ai plus rien ici, j'ai plus rien ici, et tout. Ça fait bizarre. Tu te lèves, tu te regardes, tu te dis, je suis un zombie ou quoi? Et ça, c'est rien encore. Un matin, je pars dans la douche, je pars me prendre mon bain et tout. Je me brosse. Quand je fais sortir ma langue comme ça,
tout est devenu noir. Je dis noir. Je dis, mais c'est quoi ça? J'ai paniqué, en fait. Donc, j'ai appelé l'infirmière. Elle m'a dit, non, t'inquiète pas, que ce sont les effets du traitement. Après, il y a les ongles qui sont devenus noirs aussi. Et tout. Mais bon, je me suis habituée. Moi, il m'habitue très vite. Habituée seulement. Là. Ça doit être mon prénom. Je m'habitue très vite. C'est-à-dire, je vois quelque chose aujourd'hui, même si ça m'a paniqué 2 minutes, qu'on me dit, non, c'est normal. OK. Et puis, c'est comme ça. Donc, ça n'a pas vraiment été très difficile par rapport au changement. Est-ce que ça, vous vous êtes vu différemment? Non, ça a changé? Moi-même, à la base, mais il m'en fout. Il me dit que c'est sur moi. Pourquoi c'est toi qui es en face de moi? C'est toi que ça a dérangé. Moi, je m'en fous. Hein. Et quand les gens ont su que j'étais malade, beaucoup étaient étonnés. Parce que dans ça, là, dès que ça va naître, là, il a soulevé mes affaires et c'est en train de partir chercher l'argent. Donc, beaucoup étaient étonnés de savoir que donc, tu as subi tout ça. Mais malgré ça, tu venais travailler. Malgré ça, tu étais toujours joyeuse. J'ai dit, mais c'est déjà gâté. Au pays des gâtés rois. Pourquoi je vais venir m'asseoir, venir pleurer? Donc, je ne me suis pas vue différente du tout. Mais je suis humaine. Il arrivait des moments où j'ai été triste. Tout n'a pas été joie. Il arrivait des moments où j'ai été triste. Je me posais des questions. Pourquoi moi? Est-ce que j'ai péché quelque part? Est-ce que... Mais après, je ne me suis pas vue différente. Et je me dis, moi, c'est moi. Si ça ne me dérange pas, je ne sais pas pourquoi ça dérange quelqu'un. Être positive. Toujours. Mais qu'est-ce que vous avez appris sur vous pendant cette période? Bon, beaucoup de choses. Je ne savais pas que je pouvais être assez courageuse. Honnêtement, je ne savais pas que j'étais assez courageuse jusqu'à ce que je sois dans une situation où il te faut beaucoup de courage, où il te faut beaucoup de force et tout. Parce qu'il arrivait que ce soit moi-même qui console les gens. On lui a dit, mais ça va aller, pourquoi tu pleures? Ça fait qu'il n'y a pas pu informer grand nombre de personnes. Parce que je ne veux pas que quelqu'un vienne s'asseoir à côté de moi pour pleurer. Si tu viens, c'est qu'on va rire. Si tu n'es pas prête à rire ou bien prêt à rire, ce n'est pas la peine. Mais ce n'est pas bien qu'on te rappelle la maladie aussi. Il n'y avait pas besoin de ça. Voilà, c'est ça. J'avais pas besoin de... Je savais déjà. C'est comme quand on me dit tu es jolie. Là, il dit je sais. On dit toi, tu ne peux pas dire merci. Il dit, je ne peux pas dire merci. Je sais que je suis jolie. Donc, je sais qu'il y a ça. Pourquoi tu as venu me rappeler que j'ai ça? Parce que je n'avais pas de régime. Il n'y avait pas quelque chose que je devais faire en particulier. Au moins, si j'avais ça, je me dis que peut-être allait emmener d'autres personnes à me rappeler, me dire ah, tu sais qu'à cause de la maladie, je ne peux pas faire ça. Mais il n'y avait pas ça. Donc, pourquoi quelqu'un va venir tous les jours me dire que mais tu es malade, mais tu es malade? C'est pas malade, hein. Moi, c'est malade dans votre tête. Hein. Moi, c'est pas malade et je vais très bien. Vraiment, quoi, et tout. Donc, vraiment, ce courage-là, je dis encore, c'est Dieu. C'est vraiment Dieu, quoi. D'accord. On voit que vous avez vraiment du courage. Franchement, vous êtes vraiment courageuse. Et je pense que c'est vraiment un exemple pour beaucoup de femmes. Je voulais savoir pour les personnes qui vivent ces personnes, parce que ces femmes, comme le cancer du sein touche aussi les hommes. Oui. Voilà, ça faut rappeler, ça touche aussi les hommes. Mais pour ces personnes qui vivent ça, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Quels conseils vous pouvez leur donner? Déjà, je veux vous dire qu'on ne se bat pas pour les autres. Hein. On ne se bat pas pour les autres. On se bat d'abord pour soi-même. Parce qu'on veut vivre. On veut finir ses projets. Moi, à la veille de 2025, j'ai écrit beaucoup de trucs que je devais faire en 2025. J'ai écrit plein de résolutions. Je n'ai même pas pu faire un. Parce que j'ai commencé l'année étant malade. Donc, tout ce que je gagnais partait toujours à l'hôpital. Tout ce que j'avais partait toujours à l'hôpital. Donc, je n'ai même pas pu faire un. Donc, on se bat pour soi-même. Et la famille, et les amis, et je ne sais pas, les enfants, le mari, ça vient après. Voilà, on se bat pour soi-même. Et je ne sais pas, soyez positif, vraiment très positif. Vraiment très. Parce qu'une fois que vous mettez un petit doute, c'est fini, le diable se sert de ça. Et puis toujours, il va te dire, ça là, tu n'as pas sorti dedans. Ça là, tu n'as pas sorti dedans. En fait, ne laissez pas la place à la dépression. Parce que ce n'est pas la maladie qui tue. Pour moi, ce n'est pas la maladie qui tue, c'est la dépression qui accompagne qui tue. C'est la dépression. Parce que les gens se disent, est-ce que je vais vraiment m'en sortir? Jusqu'à quand je vais continuer à gaspiller de l'argent? Ce sont des questions que moi aussi, je me suis posées. Mais c'est normal, on est humain. Quand tu finis de te poser ce genre de questions-là, mangez un peu d'atchéké. L'atchéké résout tout. Souvent, là, quand vous êtes triste, mangez d'abord. Ce n'est pas la tristesse, c'est la faim. Mangez. Si vous mangez, que vous êtes toujours triste, bon là, on va gérer ça d'une autre manière. Sinon, restez toujours positif. Franchement, toujours. D'accord. Est-ce que vous avez un mot à dire
à l'État, au ministère de la Santé, au personnel médical, etc. Quelque chose qui pourrait améliorer, que ce soit les campagnes de sensibilisation, que ce soit même l'accès aux soins. Est-ce que vous avez un message à leur faire passer, pardon? Bon, je pense que j'ai dit un peu tout au début et tout. C'est ça, il faut que chacun mette du sérieux. C'est vraiment quelque chose auquel on doit prêter attention. Déjà, aux personnes qui vivent de ça, sachez que vous devez mettre du sérieux sur vous-même, de la rigueur sur vous-même, pour que les autres vous viennent en aide. Aux personnes qui ne savent pas, parce que une chose que vous ne savez pas, on peut avoir la maladie sans faire la maladie. Oui, je vous explique. J'avais des ganglions sous les aisselles. Je n'ai jamais su que c'était des ganglions. Pour moi, c'était la chair, c'était la graisse. C'est comme ça que j'appelais ça. Et j'avais ça depuis très longtemps. C'est quand j'ai été malade que dans mes recherches, j'ai appris que le cancer fait ça. Donc j'avais ça depuis. Des signes un peu. Des signes. Okay. J'avais ça depuis, sans savoir que j'avais ça, jusqu'à ce que la boule sorte. Donc c'est dans les recherches que j'ai su que c'était ça qui avait créé les ganglions. Et après traitement, tout a disparu. Voilà. Donc on peut avoir la maladie sans faire la maladie. Donc prenez soin de vous. C'est pas parce que tu n'as pas de boule dans ton sein que tout va bien. Faut palper souvent, faut aller voir le docteur souvent et tout. Et ça s'applique à toutes les maladies, hein, je veux dire. Ça s'applique faites des bilans de santé, c'est très important. Et au personnel médical, comme je l'ai dit, apportez vraiment plus de soutien à vos patients. Vraiment plus de soutien à vos patients. Et je pense que si nous-mêmes en bas, on le fait, forcément, on va conduire le ministère à le faire aussi. D'accord. C'est un peu ça. Est-ce que vous avez déjà eu l'idée de soutenir une association ou bien créer votre propre association? Bon, comme c'est maintenant, c'est tombé sur moi. Honnêtement, on ne va pas se mentir. C'est pas parce qu'on est devant la caméra que j'ai dit que oui, je suis en train de... Non. C'est maintenant que c'est tombé sur moi. Bon, enfin, c'était tombé sur moi. Voilà. Donc, c'est maintenant que vous reprenez et surtout, j'ai l'alerte à cause des messages que je reçois chaque jour. Franchement, les gens ont besoin de soutien. Il y a une dame qui m'a écrit, elle m'a dit, mais si on me dit que j'ai le cancer, comment je vais faire? Je lui ai dit pourquoi? Elle dit parce que je suis seule. En plus, je suis seule avec mon enfant. J'ai dit, mais vous n'êtes pas seule? Elle dit, ah bon? Je dis, oui. Vous savez Dieu. Et puis, vous m'avez... Emmerdez-moi. Il a partagé mon numéro sur TikTok, comment me s'est fatigué. Tellement, les gens ont besoin de soutien, en fait. Donc, quand tu parles avec quelqu'un, là, franchement, le parler, la conversation, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Donc, c'est maintenant que je suis en train de mettre certains trucs en place, pour pouvoir aider des personnes dans le cas et des personnes peut-être qui en doutent encore. Ok. Donc, il faut aussi du soutien psychologique. Oui. L'accompagnement, tout ça. D'accord. Ok, bon. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci d'avoir accepté de partager avec nous votre histoire. Un plaisir. Et franchement, on vous souhaite que de la santé. Amen. On espère que maintenant, là, il a fui, il est parti sur cette passe. Non, mais moi, je suis une femme de prière. Le diable va pas venir me mélanger comme Dieu ça et puis on se regarder. On va toujours mettre Dieu dans tout. Toujours. Mettre Dieu dans tout. Et quant à vous, n'oubliez pas, le cancer du sein se soigne, se dépiste et se vainc. Voilà. Donc, prenez soin de vous et faites-vous dépister, surtout aux femmes ou aux hommes, parce que c'est, comme on a dit tout à l'heure, c'est une maladie qui touche tout le monde. Ayez le courage. Tous ceux qui ont ça actuellement, gardez espoir. Mettez Dieu aussi, mettez votre religion, que ce soit Dieu, que ce soit Allah, peu importe. Mettez ça au centre de tout. Et voilà. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à lâcher des commentaires. D'ici là, à la prochaine.